Gibigno me dit, question compliquée, le football d'aujourd'hui est-il moins fort que le football des années 2000? Je trouve personnellement qu'il y a moins de grands joueurs qu'avant. C'est vrai que les débats du foot ont été très longtemps phagocytés par la rivalité Ronaldo-Messi, qu'aujourd'hui beaucoup veulent recréer la même histoire avec Haaland et Mbappé. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup je me souviens toujours de l'Euro 2000 des Bleus en Belgique et aux Pays-Bas, et pour moi c'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Je rappelle quand même que dans cet Euro, l'équipe de France a battu le Danemark, la République tchèque, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, ce qui reste une performance colossale. Je me souviens de ces séances d'entraînement qui étaient un régal pour les yeux chaque jour. Voilà, à l'époque, il y avait Zidane, il y avait Figo, il y avait des tas de joueurs, Ronaldinho, il y avait des tas de joueurs exceptionnels. Et je suis pas loin de penser qu'effectivement, que la génération 2000 était plus brillante que la génération d'aujourd'hui, même si le football a fait, sur le plan physique, des progrès considérables. Jackie Boy me demande, Marc Keller qui reste président du Racing, est-ce que ça va durer ou finir comme à Lyon avec Aulas? La grande différence entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, c'est le déficit. Oui, donc je disais, il y a une grande différence entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, c'est le déficit. Le déficit de l'Olympique Lyonnais qui est énorme et qui oblige John Textor à remettre beaucoup d'argent, à réinjecter beaucoup d'argent dans le club pour combler le déficit. C'est évidemment pas le cas de Bluco avec Strasbourg, qui est un club parfaitement géré. Ce qui explique aussi peut-être le fait que le club ait toujours joué le maintien, mais parce que c'est ça, voilà, parce que Marc ne voulait jamais dépenser de l'argent qu'il n'avait pas et qu'il investissait beaucoup d'argent, comme par exemple l'arrivée de Diallo lorsqu'il avait vendu un joueur comme Simakan. Voilà, il est évident maintenant que les capacités financières de Strasbourg vont changer, sans évidemment pouvoir rivaliser avec les plus grands clubs de Ligue 1, mais ça va permettre à Strasbourg de viser minimum la première partie du tableau tous les ans, ce qui sera déjà un immense progrès. Après, c'est un mariage, ça dure toute la vie ou ça dure quelques mois quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Ça peut venir des investisseurs américains comme ça peut venir de marques. Mais là aussi, il y a eu énormément de conneries de dites. Marc n'a absolument pas négocié le fait de rester président du club. Ce sont les Américains qui n'achetaient que si Marc restait à la tête du club. C'est quand même un point extrêmement important à souligner. Alexandre Bringard me dit, Luis Enrique, pensez-vous que c'est un bon choix des dirigeants du Paris Saint-Germain? Pourrait-il faire mieux que les saisons précédentes? Alors il y a l'entraîneur, mais il y a aussi l'équipe. L'année dernière, l'équipe n'a pas performé. Alors on peut dire, et c'est un petit peu facile, que c'est la faute de Galtier. Oui, je pense que l'effectif du PSG l'année dernière, il était mauvais. Et surtout extrêmement déséquilibré, que tu ne peux plus jouer en Ligue 1 et encore moins en Ligue des Champions avec un milieu de terrain, Renato Sanchez, Verratti, Vitinha, qui culmine à 1m72 de hauteur max. C'est impossible, ça n'existe plus, ça. Et que le PSG a fait l'erreur de croire que Messi, Neymar, Mbappé allaient faire la saison du PSG à eux trois. Le problème, c'est que dans cette saison-là, il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu, que Neymar y a laissé sa chemise, Messi sa motivation et Mbappé une bonne partie de ses jambes. Luis Enrique va arriver avec des idées et une autorité solide. Je pense que
Ça fait très longtemps qu'il n'y aura pas un entraîneur du PSG qui aura eu autant de pouvoir. Et moi, j'aime le football qu'il préconisait à Barcelone. J'aimais moins celui de l'équipe d'Espagne où on frôlait la caricature en termes de possession. Mais c'est vrai que l'Espagne était tellement faible au niveau offensif que l'équipe se concentrait plus sur sa possession de balle qu'autre chose. Alias de l'OM me dit « Que penses-tu de Marcelinho, le nouveau coach de l'OM ?» Je pense qu'il a eu des résultats tout à fait honorables en Espagne, que c'est un adepte du 4-4-2, ça c'est plutôt fait pour me plaire. Maintenant, voilà, il va arriver dans une équipe qui va certainement être encore une fois profondément renouvelée. Tous les ans, Longoria, il fait un Scrabble avec son effectif, hein. Il y a 7-8 mecs qui arrivent, 7-8 mecs qui partent. C'est à la fois pas l'idéal et puis c'est aussi une prise de risque parce que chaque année tu te retrouves avec 7-8 nouveaux et il est pas évident que les nouveaux s'intègrent tous formidablement bien. Oui, voilà, donc le fait de changer autant de joueurs à chaque fois, c'est un gros risque et un jour, de toute façon, ça fonctionnera pas. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres interrogations au club. Est-ce qu'Alexis Sanchez va pas lui aussi céder aux appels de l'Arabie Saoudite? Voilà. Pour l'instant, à Paris, à Monaco et à Marseille, les trois plus grands clubs français avec Lyon, la situation est quand même encore très floue. Hiver Jonathan me demande « Que penses-tu de la dotation de la Ligue aux champions de France de Ligue 2 ? 1,5 million d'euros, n'est-ce pas une aberration et pourquoi personne n'en parle? Ils vont toucher moins que Vincent Labrune. » C'est plus qu'une aberration, c'est un scandale. Et ça, on le dit pas, c'est que même au niveau des droits télé, un club promu ne touche pas l'intégralité de la somme. Je crois qu'il faut 3 ans de suite en Ligue 1 pour pouvoir toucher l'intégralité des droits télé. C'est-à-dire que déjà t'es promu, ça veut dire que t'arrives de l'échelle du dessous, et ça veut dire qu'il faut avoir moins de moyens financiers que ceux qui sont au-dessus pour se maintenir. C'est donc un double exploit qu'il aurait demandé. C'est évidemment pas normal, c'est évidemment pas conforme à l'éthique sportive. Mais bon, c'est malheureusement une triste habitude. Lou Nissard du Canada me demande « Bonjour, que penses-tu du capharnaüm qui règne au sein de l'OGC Nice ?» Je sais pas si c'est vraiment un capharnaüm, je pense surtout qu'il se passe rien. Parce que les propriétaires de Nice, la famille Radcliffe, ont fait une proposition pour racheter Manchester et que il est évident que s'ils venaient à racheter Manchester United, Nice deviendrait immédiatement un club de moindre importance pour eux, si tant est qu'ils aient montré un jour ou un autre que ce club avait un intérêt quelconque pour eux, parce que très franchement, depuis qu'Ineos est là, le recrutement du gym ne casse pas 3 pattes à un canard. Il y a pas de, ils n'ont pas tenté le gros coup avec un vrai grand joueur qui puisse donner une autre dimension au projet. Alors voilà, comme Paris a pu le faire avec Ibrahimovic à une époque. On reste sur des trucs un peu plan-plan, on reste un peu sur des paris sur l'avenir avec des jeunes. On paye très cher des joueurs qui n'ont rien prouvé en Ligue 1. Ghisolfi a quitté Nantes pour être à Nice. Et il n'y a plus d'entraîneur. Ils ont l'air de faire une fixette sur Le Brice, qui moi m'étonne un peu parce que je vois pas en quoi Le Brice va faire changer un club de Nice de dimension. Ok, ça joue bien au foot, mais
Il n'y a pas que ça qu'on demande à un club qui a de l'ambition. On demande aussi à un entraîneur qui a du charisme, de la personnalité, de l'expérience. Et je suis pas du tout certain que le Brice soit l'homme idoine pour ça, quoi. Alex Mowgli Simba me dit: que penses-tu du prix pour Openda de Lens? Ben, Lens, ils sont gentils, mais Lens, on a l'impression que ils cultivent ah oui, nous, on sait, on n'a pas de sous, nous on est les pauvres du Nord, donc on a des très bons joueurs, donc on va les vendre très cher. Donc on demande 45 millions pour Openda, 40 millions pour Fofana, 40 millions pour Danso. Et puis d'à côté, on va essayer d'acheter pas cher. C'est-à-dire qu'on propose 11 millions à Strasbourg pour Habib Diarra, ce qui est du foutage de gueule. Openda, il a fait une saison extraordinaire l'année dernière, mais c'est une saison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse renouveler, même si je trouve que c'est un très très bon joueur, il n'y a aucune garantie qui renouvelle cette prestation la saison prochaine. Donc le vendre 45 millions me paraît être hors de propos.